toujours un grand plaisir de me retrouver on va pas dire dans les bâtiments d'Homegrid, parce que ce n'était pas tout à fait ça, mais d'avoir un lien numérique avec Homegrid qui reste toujours un acteur de référence dans le cadre de toute l'information qui peut être donnée au bâti, à la copropriété, à plein de choses, à plein de sujets. Et je crois que vous avez fait une excellente initiative en participant à cette, semble-t-il, je suis le premier, à ce premier webinaire. Alors aujourd'hui, on va aborder naturellement un sujet qui m'est cher. Bon, je suis syndic de copropriété depuis quand même pas mal d'années. Et tout au long de ma carrière, on s'est toujours posé la question de se dire, oui, mais enfin, est-ce que on peut imaginer d'être syndic, en fait, non professionnel? Et c'est un peu ça qu'on va parler aujourd'hui. On va quand même essayer de voir un peu cette relation qu'il y a par rapport aux métiers, aux obligations, hein, et on élaborera un peu quelques éléments, je crois, pratiques qui vont pouvoir vous être donnés de telle manière à ce que vous ayez vraiment une bonne vision la plus large que possible de ce type d'activité. Alors, la première des choses, c'est que, ici, je dois quand même vous rappeler quand même les dispositions légales. Que fait le syndic, qu'il soit professionnel ou non professionnel? Eh bien, c'est l'organe décisionnel de l'association des copropriétaires. Alors ça, c'est une disposition impérative et je crois qu'il faut être clair. C'est-à-dire que, de toute façon, cet organe, qui est le syndic, sera toujours permanent au sein de toute association de copropriétaires. De là, je suppose que vous avez déjà compris que, quelque part, le syndic est un organe obligatoire qui est reconnu par la loi avec toute une série d'obligations. Donc, quoi? À titre d'exemple, c'est lui qui va mettre en œuvre les décisions de l'Assemblée générale, c'est lui qui va administrer au quotidien, naturellement, l'immeuble. Il sera en charge de la gestion financière, c'est lui qui va faire les comptes, c'est lui qui va faire les appels de fonds, c'est lui qui… Enfin, c'est lui qui va les mettre en pratique. Hein. L'Assemblée générale, c'est elle qui va décider des appels de fonds. Mais il va bien falloir quelqu'un qui envoie la lettre, quelqu'un qui fait toute une procédure, et surtout, il y a quelqu'un quand même qui va, naturellement, être à l'écoute de savoir est-ce que tout le monde respecte en fait toute sa contribution financière dans la copropriété. Je reviendrai un peu plus loin parce que c'est vraiment celle-là, je crois, le nerf de la guerre souvent, qui est souvent abordé par les copropriétaires. D'autres points, naturellement, le syndic, professionnel ou pas, il aura une vision, il aura un attachement, donc il aura un intérêt plus grand, naturellement, qu'un autre copropriétaire par rapport à l'état technique de l'immeuble. C'est un peu lui qui va peut-être suggérer des bonnes initiatives, c'est lui qui va s'informer, c'est lui qui va dire, tiens, moi je crois qu'en ma qualité de syndic, je serais peut-être mieux de faire ça, ou peut-être d'informer les copropriétaires pour assurer ce qu'on appelle la pérennité technique de l'immeuble. Vous savez, actuellement, il y a énormément d'enjeux portant sur la rénovation. Disons, on attend naturellement à ce que le syndic soit le plus, disons, éclairant, on va dire, à l'égard des autres copropriétaires. Mais c'est également, oui, effectivement, la gestion administrative générale. C'est quoi ça? C'est sa représentation à l'égard de tiers. Ça veut dire quoi? Tout simplement, on va savoir que, par exemple, le fournisseur, je vais prendre un fournisseur d'énergie, saura que dans tel immeuble, ses factures, on doit lui adresser ça à telle personne. Bon, voilà. Vous savez, souvent, c'est que s'il adresse ça à l'immeuble, il y a beaucoup de chances que ça ne va pas se retrouver naturellement dans la bonne personne. Mais ici, je suis toujours dans un contexte de dire, syndic professionnel ou non, ma foi, c'est ça qui est, en bref, en grande ligne, on va dire, c'est ça, ces activités. Alors, il y a une chose que vous devez savoir, c'est que de toute façon, en Belgique, et ça, je crois que je vais essayer de bien clarifier les choses, vous l'avez déjà entendu, il n'y a pas un statut propre du syndic non professionnel. Non. Le syndic non professionnel, ce n'est pas comme en France où vous avez des notions de syndic bénévole, etc. Et souvent, les gens me disent, ouais, je suis un syndic bénévole. Alors, peut-être qu'une chose qui va pouvoir vous être communiquée aujourd'hui, c'est que, s'il vous plaît, utilisez plus le mot syndic bénévole parce que ça ne veut pas dire grand-chose et ça porte à confusion. Vous êtes tout simplement, si vous êtes susceptible ou vous êtes déjà là maintenant syndic non professionnel, considérez que vous êtes un syndic non professionnel, un point final, et tout le monde verra naturellement l'identification exacte. Alors,
cette loi, dans la loi 3.89, alors vous savez que ça a changé hein, depuis le 1er septembre, il y a une nouvelle codification de la loi. Avant, c'était 577 8, et maintenant c'est 3.89, qui détaille toutes les obligations légales du syndic, point. Et donc du syndic professionnel ou non. Bah, ma foi, quand vous les analysez, oui, ben, il y en a 18, je crois, il y en a 16 ou 17, 18. Bah, quand vous les analysez, oui, ben, en nombre, ça paraît impressionnant, mais quand vous regardez bien les tâches qui sont à mettre en œuvre, bah, ma foi, c'est du domaine de l'accessible. Hein. Par exemple, si je vous dis tenir la liste de noms des copropriétaires, bah, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire avoir un fichier Excel dans lequel on a l'ensemble de tous les noms. Gérer la comptabilité, bah oui, ben, c'est-à-dire quand même on peut gérer, payer, voilà. Oh, j'en prends encore. Par exemple, ben, mettre à jour le règlement d'ordre intérieur, ben, ça c'est quelque chose qui peut être fait. C'est quelque chose d'accessible et vous allez voir les conditions de cette accessibilité parce que c'est bien là-dessus naturellement que je vais insister et c'est principalement ça le message que je dois, je crois, aujourd'hui vous faire passer, les conditions d'accessibilité à un non professionnel à toutes ces obligations, c'est là le cœur du problème. Alors, qui peut l'être non professionnel? Qui peut être un syndic non professionnel? Ah ben, à toute personne, et je crois que les conditions sont excessivement larges. Les conditions sont claires. À partir du moment où vous disposez de droits réels au sein de l'association des copropriétaires, vous avez la possibilité de devenir effectivement syndic non professionnel. Encore une chose, même si vous êtes indivision en indivision, si vous êtes nu propriétaire uniquement, du moment que vous avez des droits réels sur le bien qui fait partie de l'association des copropriétaires, vous pouvez valablement assumer cette fonction. Donc, bravo, là vous avez le contexte. Par contre, bah, une touche quand même pour les syndics professionnels. Le syndic professionnel, lui, sera la personne qui ne dispose pas de droits réels au sein de la copropriété, mais lui sera sujet à des obligations professionnelles ou régi par un accès à la profession du métier de syndic, mais ce n'est pas du tout l'objet de cette intervention en ce midi. Alors, première des choses, ce qu'on dit souvent, ben, est-ce qu'il peut être rétribué, quoi? Est-ce que le syndic non professionnel peut être rétribué? Alors souvent, il y a une espèce un peu de timidité sur le sujet. On dit, oui, mais bon, attendez, moi je suis syndic non professionnel, moi je fais ça gratuitement, alors, comme je fais ça gratuitement, alors. Alors souvent, on a un peu l'argument, comme je fais ça gratuitement, bah, automatiquement, ça m'autorise à faire ça au mieux que je peux. Et s'il vous plaît, les amis copropriétaires, ne m'en voulez pas trop si c'est mal fait ou si c'est pas bien. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est une mauvaise réflexion. C'est-à-dire que, bah, je viens de vous dire qu'il n'y a pas de différence dans les obligations du syndic professionnel ou non professionnel. Ils sont tous les deux sur le même pied d'égalité. Donc bah, vous en déduisez que bah, on ne fait pas ça, disons, bah, presque dit gratuitement, et on se dit, encore comme justification, bah, moi, je suis désolé, mais ça ne va pas. Non, je crois que nous vivons actuellement dans un monde qui nécessite quand même, bon, pas dire un investissement conséquent. Ce sont malgré tout des missions qui sont quand même un peu difficiles et que moi, je n'ai aucun souci à ce qu'un syndic non professionnel soit rétribué. La seule chose qu'il y a, les montants de cette rétribution vont s'analyser, bien entendu, en assemblée générale. Parce que rappelez-vous, on avait les syndics, hein, vous avez vu tout au premier slide, c'était vraiment la première des personnes qui va mettre en œuvre les décisions de l'Assemblée générale. Ben, c'est l'Assemblée générale qui va naturellement être l'élément déterminant quant à considérer quelles sont les conditions financières, toutes les conditions possibles pour l'exercice d'un syndic non professionnel. Alors, la loi prévoit également qu'il y a un contrat. Alors, dans énormément de cas, quand on a l'intervention d'un syndic professionnel, non professionnel, donc quand il y a l'intervention d'un syndic non professionnel, ouh là là, dès qu'on voit porter le mot contrat, tout le monde hurle. Il dit, oh, mais si c'est comme ça, s'il n'y a pas de contrat, etc. Pas une bonne solution, ça.
Ce n'est pas une bonne solution. Parce que ce qui ressort d'un contrat, l'avantage du contrat, c'est que ça va formaliser les choses. C'est que ça va clarifier l'intervention et c'est qu'on va voir, voilà, ma mission de syndic non professionnel, elle commence là et elle se termine là. D'ailleurs, le contrat est obligatoire. Ah oui, vous avez bien entendu, le contrat est obligatoire, même pour les syndics non professionnels. Une nouvelle fois, le législateur ne fait pas la différence. Alors peut-être qu'un jour, on mettra peut-être comme ça, au niveau d'upgrade, peut-être un modèle peut-être light, qui ne sera pas d'inspiration par rapport à ce qu'on peut trouver chez un professionnel. Mais ce serait intéressant d'avoir ce genre d'outil qui permet un peu de baliser les notes complètes d'intervention. Alors, bon, qu'est-ce qu'il faut reprendre dans le contrat? Je vous ai dit, il faut pas grand-chose. Il faut pas que ça soit 50 pages du tout. Je dis qu'à la limite, moi je mettrais bien même ça sur une feuille, hein, s'il le faut. Qu'est-ce qu'il faut? La liste des présentations que fait le syndic au-delà des obligations légales. Parce que quand vous prenez les obligations légales, vous vous dites, bon sang, ça ne ressemble pas à mon syndic, hein, parce que mon syndic, il en fait plus. D'accord. Mon syndic, par exemple, il va s'occuper de la gestion technique. Oui, mais la loi ne parle jamais de la gestion technique pour le professionnel et non les non-professionnels aussi. On peut dire, par exemple, que le syndic fera attention à, par exemple, une évolution de la consommation de gaz, d'électricité. Il fera ça en particulier. Ça, comme ça, on sait fort bien. Alors, sa rémunération, on en a déjà parlé. Je vous signale que, pour moi, elle est tout à fait légitime. Deuxièmement, j'attire votre attention sur le fait qu'aujourd'hui, l'association des copropriétaires n'a pas de statut fiscal. Voilà, il n'y a pas de statut fiscal. C'est quelque chose qui reviendra peut-être, mais le statut des montants qui vont en résulter, ça, je suis désolé, ce sera à gérer individuellement en fonction de la qualité de chaque personne qui perçoit des fonds pour une mission. Donc là, je crois que je ne vais pas m'aventurer dans des considérations parce que là, c'est tellement complexe que finalement, on rentre vraiment dans chaque cas est un peu, disons, pas dire un problème, mais peut-être apporter une solution déterminante quant à savoir qu'est-ce qu'on va faire du statut de cet argent qui vont être reçus pour compte de syndics non professionnels. Alors, aussi, qu'est-ce qu'on va trouver là dans ce contrat? Souvent, les modalités pratiques, quoi. Accès aux documents, accès à l'immeuble, est-ce que le syndic non professionnel, est-ce que je peux aller le voir pour consulter les factures? Je vais vous dire que malheureusement, on constate un peu, comme vous avez entendu mes interventions en tant que syndic provisoire, judiciaire, souvent j'ai pu constater que c'était là. Souvent, on a à un certain moment une rupture, comme une perception de rupture de confiance à l'égard du syndic non professionnel, qui là, alors, lève immédiatement les bras et qui dit stop, je ne vais plus jamais entendre parler, ça suffit. Donc, et moi, je dis que si au départ, on a naturellement cadré un peu les choses, eh bien, ça devrait être beaucoup plus facile à, disons, gérer. Alors, le syndic, un des grands principes aussi, c'est que le syndic ne peut souscrire d'engagement pour un terme excédant la durée de son mandat. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si il a un mandat d'un an, eh bien, on lui présente le contrat de la chaudière à renouveler, et s'il constate que le contrat a une portée supérieure à une période d'année, il doit retourner à l'Assemblée générale pour dire, écoutez, moi, soit au fournisseur, il va dire, moi, je ne peux pas excéder la durée de mon mandat, soit il va à l'Assemblée générale et l'Assemblée générale va naturellement clarifier les choses en lui disant, écoutez, c'est bien, hein, on va prendre un contrat de 3 ans, c'est mieux, et disons qu'il y a une bonne vision de la chose à ce niveau-là. Donc, je répète, contrat, oui, cadrer les choses de telle manière qu'on sache qui fait quoi, où est-ce qu'on va, et ce sera beaucoup plus clair. Alors, ici, naturellement, on va parler un peu des avantages. Les avantages à être syndic non professionnel. La première des choses, je ne cache pas, je vous ai parlé que le syndic non professionnel, pour moi, doit être rétribué. Alors, mais disons, il y a un avantage économique peut-être, à peut-être faire appel à quelqu'un qui est sur place, avant tout. Et disons que ça peut supposer que le coût de son intervention sera moindre qu'un syndic professionnel.
la première des choses. Je ne peux pas vous aider, moi. Je ne peux pas vous aider en vous disant, eh bien, il y a une tarification de syndic non professionnel, c'est 30%, 50% moins cher, etc. Tout ça, c'est laissé à l'initiative de l'Assemblée générale. Il faut par contre que le syndic non professionnel, quelque part, il retrouve son compte. Hein. Il ne faut pas lui donner 5 euros pour l'ensemble de toutes ses prestations. Ça ne va pas aller. Tôt ou tard, il va y avoir un souci. Mais désolé, il n'y a pas de barème. Donc, c'est à nouveau l'Assemblée générale qui va déterminer la chose. Tout à l'heure, je vous disais, la proximité, oui, bien entendu. La proximité est l'élément naturellement déterminant qui va faire que le syndic non professionnel, la plupart du temps, il réside dans l'immeuble et la plupart du temps, il va voir. Chaque soir, il va rentrer, il aura, un attachement beaucoup plus plus ou plus intéressé. Je prends un exemple, il se lève le matin, il n'y a plus de chauffage, il prend directement son téléphone en disant chauffagiste, il n'y a plus de chauffage. Sinon, dans le cas d'un syndic non professionnel, ça suppose quoi? Ça suppose commencer à appeler, monsieur le syndic, le syndic, il ne répond jamais, moi j'ai froid, moi j'ai ceci, et il ne répond jamais, et toi, etc. Ici, naturellement, il y a cette proximité de l'intervention qui va faire que crac, directement, il va rentrer dans le vif du problème qui lui est évoqué. Ça peut être le cas en cas de fuite, ça peut être quelque part, etc. Mais attention, ne confondez pas non plus le syndic non professionnel comme le concierge. C'est vrai que dans un immeuble avec un concierge, ça suppose naturellement une organisation peut-être beaucoup plus importante et des immeubles beaucoup plus importants. On y reviendra un peu en ce qui concerne la taille de l'immeuble plus tard. Mais le syndic non professionnel, il fait son métier de syndic. Ce n'est pas lui qui va nettoyer les parties communes, tout au moins si on ne lui demande pas. Hein. Et ce n'est pas lui qui a des rôles de garde à faire. Ce n'est pas lui qui doit courir au service de quelqu'un. Non, vous devez bien vous mettre que le syndic, c'est les obligations légales de syndic. Et non pas de concierge, d'homme de maintenance, d'homme d'intervention, de technique, etc. Alors, un service personnalisé, oui, ça peut être chouette, quoi. Hein, vous avez quelqu'un, un peu comme votre voisin. Moi, j'ai un adorable voisin ici. Et quand j'ai besoin de lui dire, tiens, écoute, il s'appelle Freddy, quoi. Hein, dis, Freddy, j'attends un colis, tu peux pas faire attention, je peux dire, etc. Il dit, oui, Jean-Pierre, il n'y a pas de souci, etc. Tout ça peut être fait naturellement, mais là, ce n'est pas spécialement en qualité de syndic, c'est en relation de voisinage, quoi. Mais ce service personnalisé est très positif parce que je veux dire que ça peut aider à naturellement résoudre pas mal de problèmes. Hein? Et surtout, vous savez qu'en copropriété, il y a un des grands objectifs qui est naturellement une rapidité d'intervention qui est la plus pertinente que possible. Alors, une présence plus accrue lors des travaux, de réalisation des travaux, c'est évident ça. Il y a un travail qui se fait, il y a le plombier qui vient dans la cave, croche. C'est le monsieur syndic non professionnel, il y a un peu plus de temps, il travaille chez lui. Peut-être qu'on va avoir un développement de syndic non professionnel, comme les gens quand même travaillent un peu plus chez eux maintenant, à la suite de la crise sanitaire, hein, peut-être. Et là, naturellement, il y a quelqu'un qui vient, oups, hein, monsieur, tiens, vous avez réparé, plombier, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que je peux voir le tube que vous avez fait? Ah oui, j'ai compris. Écoutez, quand vous rentrez, je vais aller dire à la madame que, etc. Et ça, naturellement, cette présence à côté de l'intervenant, à côté du corps de métier, est une chose positive pour tous les copropriétaires. Et finalement, le corps de métier va dire ici, moi, je suis suivi, hein, ici, je ne fais pas n'importe quoi. Il va peut-être aussi pouvoir communiquer des informations techniques intéressantes, de dire, dites, là, moi, je vois votre consommation, là, dites, vous n'avez pas pensé à ça, oui, expliquez-moi un peu, etc. Alors, ce mouvement d'un syndic non professionnel très impliqué va générer aussi une activité évidente de l'aspect participatif des autres copropriétaires. C'est comme un groupe, hein. Il y en a un qui tire, et puis alors les autres vont dire oui, écoute, c'est lui qui tire le truc, c'est lui qui a le syndic, c'est pas mal. Hein, et moi, comment est-ce que je pourrais un petit peu l'aider, quoi? Hein? Est-ce que, par exemple, je n'irais pas lui demander un petit conseil, je ne vais peut-être pas lui dire ça, et peut-être que tout ça, ça va générer un esprit participatif très positif. Or, je le clame sur tous les toits à longueur de journée, pas à longueur de journée, mais fréquemment, dans une copropriété, le plus de la copropriété, c'est l'aspect participatif des propriétaires.
Et je regrette tellement qu'à travers les assemblées générales, elles ne sont pas importantes, mais dans des copropriétés où vous avez tout le monde un taux de présence très important à l'Assemblée générale, vous allez naturellement augmenter cet aspect participatif et vous allez, ce qu'on appelle, renforcer le processus de fonctionnement. Donc, renforcer le processus de fonctionnement à travers un syndic non professionnel, oui, c'est possible. Et comme je le disais, oui, une meilleure identification des travaux qui sont à mettre en œuvre, un peu de dire, tiens, moi j'ai vu quelqu'un qui m'a dit que, bon, ben ça, je vais voir un peu ce qu'il en est, et ça peut être également très positif. Bon, on a vu les avantages, vous avez vu, c'est merveilleux. Peut-être que vous allez tous devenir syndic non professionnel, ou peut-être encourager un copropriétaire à dire, ben, moi je vais m'en occuper moi-même. On voit les désavantages, allez, go, on y va. Alors, les désavantages, naturellement, bon, je crois qu'ils sont un peu plus nombreux que je les ai détaillés un peu plus, mais vous allez voir, il y a moyen il y a certainement moyen en fait, de remettre tout ça en place à travers les éléments suivants. Souvent, le syndic non professionnel, je vous ai dit, il doit être propriétaire, il doit disposer de droits réels. Donc, surtout les propriétaires habitants, ben, naturellement, il y a toujours un peu cette perception. Moi, supposons que c'est un monsieur qui a un peu les moyens et qui a envie de bien faire ça. Il dit ben, par exemple, bon, ben, il faut repasser la cage d'escalier, hein, on va la repeindre, hein, il faut la repeindre, quoi. Ah ben oui, ce sera toi qu'il faut repeindre cette cage d'escalier parce qu'elle n'a plus été faite depuis 5 ans. Bon, il y a un petit bonhomme qui passe derrière lui, un autre propriétaire, il lui dit, bon, vous savez, moi je suis locataire, moi je loue mon appartement. Vous savez, si on remet à 10 ans, c'est bon, hein, pourquoi est-ce qu'il leur faut faire 5 années? Bon, et puis, on a en même temps un peu le même monsieur qui veut un immeuble picobello, ben, il se trouve un peu coincé, quoi. Hein. Alors, à l'Assemblée générale, il arrive à l'Assemblée générale et il dit, ben, moi, c'est tous les 5 ans. Et puis l'autre qui dit, non, c'est tous les 10 ans. Oui, mais le monsieur qui a dit que c'est tous les 5 ans, il est en même temps syndic non professionnel. Alors là, ça va naturellement être un jeu parce que normalement, le syndic, point, le syndic professionnel ou non, il doit être objectif. Et disons que, bah oui, c'est ce qu'on appelle un peu cette confusion qui va exister dans les intérêts. Mais bon, voilà, ça c'est un élément. Deuxième élément, ou les désavantages, c'est que si jamais il y a un litige au sein de la copropriété, là, naturellement, on va se dire, il va se retrouver naturellement dans des éventuellement conflits, il va devoir être en contact avec un avocat, il va devoir éventuellement poser des actes peut-être un peu durs. Je pense à un recouvrement de charges, envoyer sa mise en demeure à son voisin alors que son voisin l'a aidé pour déposer les clés, pour déposer un paquet. Il est obligé de lui envoyer une mise en demeure parce que le voisin, il est bien gentil, il est bien mignon, mais il ne paye pas ses charges, quoi. Aïe, 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 aïe. Là, naturellement, c'est plus ennuyeux. Et de nouveau, il se dit, ben, c'est mon voisin et en même temps, je dois lui coller une mise en demeure. Comment est-ce que c'est possible? Alors, un suivi constant. Je crois que le syndic non professionnel ne doit pas le faire, comme on dit, je le fais de temps en temps. J'ai une fois entendu une émission de radio, quelqu'un qui disait, oh, bah, mission de syndic non professionnel, bah, finalement, ça le fait une fois et on va à l'Assemblée générale et en sortant de là, tout est réglé. Non, là, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire que c'est un suivi constant, mais ça ne veut pas dire qu'il doit être excessivement élevé. Constant, régulier, normal, sans excès non plus, mais constant en tant que tel. Alors, si jamais, naturellement, il se passe quelque chose dans la copropriété et qu'il y a une grosse fuite et que c'est bardaf, etc., ben, il y a une altération de sa tranquillité. Hein. On va venir lui sonner, on dit, dites, monsieur le syndic, il y a un problème là. Difficulté à mobiliser les corps de métier. Vous savez que là, ça peut être encore... Mais c'est quand même ça peut être manifestement contourné si au préalable, on a dressé une liste liste de fournisseurs et que ces fournisseurs, on sait fort bien que c'est eux qui vont intervenir. Donc, on a un peu, disons, mis en œuvre des actions préventives. Quoi. Parce que ça aussi, c'est important qu'au début de sa mission, le syndic non professionnel se dit, bon, ben, c'est bien, maintenant je suis devenu syndic, ils sont sympas les gars, hein, mais qu'est-ce que je vais pouvoir jour où je suis confronté, qu'est-ce que je vais faire, etc. Bon, ben, je vais me faire une liste
hein, avec tous les intervenants possibles, avec leur numéro de téléphone, je vais les appeler avant pour leur demander, dites, est-ce que vous savez intervenir le dimanche, oui ou non? Ah oui, non, dans telles conditions. Comme ça, disons, le caractère urgent va être naturellement complet. Et s'il y a des travaux, des devis à demander, mais on part d'une liste existante. Autrement dit, on ne pense pas le bottin, enfin le bottin, ça n'existe plus, mais on ne tape pas sur Internet des sociétés de dépannage là, qui arrivent et qui n'y connaissent des fois rien, qui font des fois, malheureusement, il y en a des très bons, hein, mais il y en a qui font quand même du sale travail aussi. Donc, moi, je vais dire, en résumé, tout dépend de l'attitude aussi des autres copropriétaires et du respect de leur engagement. Si vous avez des copropriétaires qui ne payent pas leurs charges, ça va déjà mal partir. Si vous avez des copropriétaires qui sont ce que j'appellerais des fous de justice et qui systématiquement lancent toutes les procédures que vous voulez et qui contestent et qui ergotent sur toutes les possibilités, là, il ne faut pas avoir un syndic non professionnel, ce n'est pas viable. Par contre, si tout le monde y va de soi, si tout le monde y met un tout petit peu d'eau dans son vin et qu'on a une taille humaine de la copropriété, une taille relativement normale de la copropriété, c'est tout à fait possible. Ben maintenant, les qualités attendues du syndic non professionnel. Vous allez demander maintenant, est-ce que vous êtes vraiment la personne peut-être qu'il faut? Alors oui, un sens de l'organisation du classement, hein, quand vous recevez les factures, ce n'est pas les vôtres. Hein. Quand vous recevez la facture pour la copropriété, vous ne la payez pas, votre compte privé, quoi. Voilà. Ah, bon, ça j'ai déjà vu, c'était mignon comme tout. Mais bon, voilà, quoi, vous l'avez confondu. Donc, il y a une rigueur à avoir, oui. Il y a une rigueur aussi de bien identifier la séparation qu'il y a entre les actions relatives à la gestion de son propre patrimoine et celle de l'association des copropriétaires. Passion et à l'écoute, oui, ça c'est le rôle du syndic aussi, professionnel ou non professionnel. Il doit pouvoir écouter, mais pas écouter pour dire ouais, non. C'est vraiment essayer de se concentrer sur que veut ce copropriétaire. Et oui, il doit défendre l'association des copropriétaires. Oui, il a un rôle de défenseur du processus de fonctionnement de l'association des copropriétaires. Et ça, naturellement, une fois qu'il a bien compris son rôle, automatiquement, ça ne devrait plus poser de soucis. Ce qui suppose, bien entendu, une connaissance élémentaire du processus de fonctionnement de l'association de copropriétaires. Hein. Bon, il faut savoir un peu la portée des statuts, la définition des organes, les conséquences des grands principes, pouvoir faire usage d'une bureautique de base. Ah, je vous ai, vous avez l'air de dire, ça va là, hein, il est occupé à nous dire que c'est simple, et puis maintenant, il nous bombarde d'informations. Eh bien, je dois vous dire que il peut exister des formations, hein, il existe des formations pour vous initier à ce genre de choses-là, pour d'ailleurs avoir une écoute, mais je crois que, oui, ça doit un petit peu aller de voir, un peu de se dire, moi, je vais un peu écouter, un peu tous comme vous faites ici, les formations d'upgrade, etc., avoir quand même une écoute sur les sujets qui pourraient être grevés par la copropriété. Ça me va de soi. Une bureautique de base, je détaille un peu plus. C'est évident que la personne qui n'a pas d'ordinateur, ça va poser quand même un petit souci, quoi. Hein. Alors, ne rentrez pas, oui, c'est l'ordinateur de la copropriété, donc il faut que ça paye, etc. Non, simple. Le syndic a son matériel, un point final, sinon ça part naturellement dans toute autre chose. Et c'est pouvoir sensibiliser les copropriétaires aussi à assumer la pérennité. Rappelez du monsieur là qui disait, ouais, moi c'est tous les 10 ans. L'idée de dire, ouais, monsieur, c'est peut-être tous les 10 ans qu'il faut repeindre la cage d'escalier pour vous. Mais regardez, pour vos locataires, c'est quand même pas top. Peut-être que vous pourriez peut-être louer un tout petit peu plus si c'était parfait. Hein. Par exemple, dites, écoutez, on a toute la problématique de l'isolation, là, hein, on en parle beaucoup, 2030, 2050, etc. Dites, notre immeuble, on ne pourrait peut-être pas l'isoler, quoi. Hein. Il faudrait peut-être faire quelque chose. Écoutez, il y a HomeGrade, j'ai entendu chez HomeGrade qu'il y avait quelque chose de bien, et regardez la vidéo, regardez ceci, etc. Bon, voilà. Donc, vous avez quelque part une multitude de ressources et il vous appartient à vous, à ces ressources, à naturellement essayer de les sensibiliser, de les faire juste un mot que je vais dire, hein, c'est presque avalé par les copropriétaires, non, c'est vraiment semé auprès de l'ensemble des copropriétaires. Alors, les outils nécessaires aussi, bien entendu, parce que vous avez des outils qui sont naturellement nécessaires, et ici, je parlerai, c'est que
il y a, en fait, le législateur a imposé aux syndics non professionnels de souscrire une assurance responsabilité civile. Alors, c'est très simple. La plupart du temps, vous allez vers l'assurance de l'immeuble et à travers une communication que vous pouvez faire avec l'assurance, vous leur demandez de rajouter cette garantie. Alors, ça coûte vraiment pas cher, mais il faut le faire. Alors, le législateur a été dit, eh bien, si le syndic non professionnel n'a aucune rétribution, eh bien, ça doit être mis en charge de l'association. S'il reçoit une rétribution, ben, ça ne veut pas dire que ce n'est pas mis en charge de l'association, mais ce n'est pas automatique comme la loi le prévoit. Alors, souvent on me demande, ouais, est-ce que le syndic peut se faire aider? Syndic non professionnel, est-ce qu'il peut se faire aider? Oui, oui. Moyennant l'accord de l'AG, le syndic peut déléguer des pouvoirs, mais attention à la coordination des actions et des objectifs à développer. Qu'est-ce que je veux dire? Vous avez le syndic qui dit, ben, moi, je m'occupe que de l'administratif. OK, moi, je fais que l'Assemblée générale, etc. Et toi, tu t'y connais bien, hein? Toi, tu t'y connais bien parce qu'au niveau technique, tu es bon, quoi. Et on a la personne au niveau technique qui est partie, quoi, hein? qui va dans son truc, bordel de vie, patati, patata, etc. Et boum, 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 boum. Et puis, à un moment, il y a le côté, lui, il dit, oui, c'est bon, ça va, etc. Il faut, comment dire, rentrer toujours dans le processus. C'est-à-dire que les travaux qui vont être instruit par ce copropriétaire doit être immanquablement repris dans le processus de fonctionnement. Ça veut dire quoi ça? Ben, ça veut dire qu'il va falloir communiquer les informations en vue d'obtenir un accord de l'Assemblée générale. Hein? Il va falloir obtenir tout ça. Hein? Il va falloir obtenir. Donc, il faut quand même déléguer, oui, d'une manière intéressante, mais cette délégation doit être contrôlée et doit être faite, pour moi, d'une mesure vraiment en parfaite collaboration, une collaboration intense entre l'un ou l'autre ou trois propriétaires. Ne mélangez pas trop. Alors, des fois, je vois des copropriétaires qui disent tout le monde fait quelque chose. Waouh, 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 waouh. Faites quand même attention à ce niveau-là. Tout le monde fait quelque chose, mais il faut quand même que tout ça soit un peu coordonné. Moi je dis toujours, un syndic, c'est comme un capitaine. Comme un capitaine. Alors oui, pour la comptabilité, il est possible de même déléguer, dispatcher, de déporter votre comptabilité. Il y a des systèmes qui existent comme ça. Il y a plein d'experts techniques qui existent, dont vous l'avez aussi. Un système de communication vers les copropriétaires doit être établi. Là, vous devez être clair de dire comment est-ce qu'on peut me joindre? Par mail, par WhatsApp, par truc, mais éviter d'avoir une démultiplication des outils de communication, parce qu'un jour, gérer tout ça, même dans un petit immeuble, ce n'est pas évident. Et que ce n'est pas en recevant des accords de l'un de l'autre qu'un jour, vous ne devez pas établir une note centrale pour dire où est-ce que vous vous situez. Allez, je continue parce que le temps avance. La prise de confiance par les commandes doit être, je crois que les copropriétaires aussi, là je vais vers les copropriétaires en leur disant que s'ils font le choix d'un syndic non professionnel, ils doivent tenir compte, même si légalement parlant ce n'est pas défini en tant que tel, mais ils doivent être naturellement convaincus qu'il va intervenir, que le syndic non professionnel va intervenir dans leur intérêt, à la charge de solutions amiables. Donc, il y a une espèce de perception dans laquelle on dit oui, ok, ben, on a fait le choix d'un syndic non professionnel, ben, d'accord, bon, quand je n'ai pas le décompte, je ne vais pas commencer à envoyer une lettre commandée. Hein? Quand je n'ai pas ceci, je ne vais pas commencer à m'énerver, je ne vais pas lui coller un avocat dans les pattes, je vais pas ceci. Autre chose qui est important aussi, c'est que ben, il faut naturellement un syndic qui soit naturellement avec des bons outils. Et les outils, c'est des statuts et un règlement d'ordre intérieur qui soit naturellement au top, en ordre, en état de fonctionnement. Et que naturellement, ben, on travaille sur des bons termes. Par exemple, je vais vous dire, si dans vos statuts, ben, on dit que d'une partie, il y a une partie de l'immeuble qui est commun, et un peu plus loin, vous voyez dans les statuts qu'elle est privative, aïe, 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 comment est-ce que le syndic non professionnel va pouvoir gérer ça? Ben, tout autant, à ce moment-là, aller dire aux copropriétaires, écoutez, ben, on va travailler sur une adaptation des statuts pour clarifier, comme ça, c'est une prévention des conflits avant tout. Donc ça aussi, ce sont quand même des outils qui sont nécessaires. Alors, je continue. Les erreurs, vous voyez la dame là, oh là là, imaginez la tête qu'elle a, dites, c'est la catastrophe, c'est la catastrophe. Et quoi, les erreurs les plus fréquentes? Mauvaise interprétation des statuts, je viens de vous en parler. Mauvaise interprétation des statuts va générer immanquablement de la confusion.
Hein. Et là, ah oui, encore une chose, dans les statuts, il y a plein de choses. Souvent, j'entends des gens qui lisent les statuts et qui disent c'est pas juste. Bon, oui, je veux bien que c'est pas juste, mais c'est inscrit. Oui, mais enfin, non. Si même c'est pas juste, même s'il y a une perception d'erreur en lisant ce qui est mis dans les statuts, sachez quand même que c'est ça qui va faire la loi entre les copropriétaires et que, naturellement, ben oui, ben il faut s'y soumettre. Syndic professionnel ou non professionnel, c'est clair. Non-respect des dispositions contenues dans l'acte de base, règlement de copropriété, règlement d'ordre intérieur, c'est naturellement des copropriétaires qui ne vont pas respecter les règles de base de vie en commun et qui, naturellement, vont arriver à générer un conflit. Et là, le syndic non professionnel se dit, mais enfin, bon, moi, je n'en peux plus, quoi. Moi, je ne suis pas là pour ça. Moi, je voulais aider. Et maintenant, je me sens totalement noyé par rapport à cette démultiplication de problèmes. Donc, de nouveau, j'en appelle à une écoute, pas une écoute du syndic non professionnel vers les copropriétaires, mais des copropriétaires vers le syndic peut-être non professionnel. Aussi, souvent, c'est la comptabilité qui pose souci. La comptabilité pose souci parce que on voit que, de nouveau, la loi ne fait pas la différence et que vous devez au moins présenter annuellement des comptes. Et là, vous avez un peu ce qu'il faut prévoir dans les comptes. Relevé de charges, répartition des charges, situation des comptes, un bilan. Oui, c'est comme ça, point final, quoi. Alors, vous avez dit, un bilan. Là également, il y a des formations possibles aussi pour vos parents qui vont vous permettre d'avoir un peu ces petits réflexes. Et vous allez voir, même un petit immeuble, un petit tableau Excel, ça peut très bien contenir la chose, même un bilan. Oui, ce ne sera pas sur base d'un logiciel, oui, etc. Mais si tout le monde s'entend comme ça, et si tout le monde retrouve une clarification et une transparence des comptes, pourquoi est-ce qu'on ne le mettrait pas en œuvre? Et là aussi, c'est une confusion les intérêts du syndic et ceux de la copropriété, où là, naturellement, on a vu plusieurs exemples où on avait comme ça pendant des années un syndic qui a naturellement un peu géré un peu la copropriété, un peu, disons, à sa manière, et ça ne va pas non plus. On continue maintenant dans le profil des copropriétés susceptibles de gérer par un non professionnel. Oui, ça, copropriété, je rappelle, à un syndic non professionnel. Oui, mais alors on est dans une autre dimension et je crois fondamentalement, c'est pas l'objet. C'est pas l'objet. Donc, je répète parce que ce n'est pas l'objet ici de vous parler de la possible intégration d'un syndic non professionnel dans une copropriété de 100 lots. Non. Ici, quel est le segment? Moi, je dis de 2 à 7 à 8 lots, ça me semble tout à fait possible, même un peu plus, mais voilà, ça c'est ma perception des choses qu'on a. Pourquoi 2 à 7? C'est-à-dire que vous savez qu'il y a il y a des obligations administratives. Quand on va passer et qu'on n'est pas outillé, ça va poser peut-être des soucis, il y a des questions. Vous dites, en moyenne, malheureusement, on n'a toujours pas encore de statistiques. Sachez quand même que le moyenne des copropriétés, de la dimension des copropriétés, était il y a 3-4 ans, un peu plus, je crois, de 7,3 lots moyenne des immeubles en Belgique. C'est vrai qu'en Bruxelles, on a peut-être un peu plus grosses des copropriétés, mais on est dans un segment qu'on peut retrouver et qui est facile, naturellement, à identifier sur Bruxelles. Immeuble en bon état technique. Bon. Vous avez le choix. Il y a des fois, j'ai même connu des ingénieurs, par exemple, des ingénieurs pensionnés qui se disent, moi maintenant, je vais m'y mettre, qui font de l'excellent travail. Aussi. Malheureusement, dans tous les immeubles, on n'a pas d'ingénieur, ça serait dommage. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Et donc, je vais dire qu'un syndic non professionnel qui rentre dans un immeuble dans lequel on parle des amiantages, dans lesquels on dit de production de chauffage, dans lesquels on met toute une série de choses qui ne sont pas en ordre, de murs qui vont s'écrouler, de l'état des bétons déplorables, de toitures qui sont complètement à reconfigurer, des problèmes d'urbanisme, etc. Waouh. Là, ça devient quand même un peu difficile, bien que vous pouvez toujours trouver quelqu'un, un profil de syndic non professionnel qui va pouvoir répondre à ça. Mais là, on tombe, ce que j'appellerais, dans un peu l'exception. Alors, une vision prévoyante avec des fonds de réserve valablement établis, je crois qu'on pourra taper, je suis certain qu'Omgré était prête à taper sur le clou avec moi. Il faut une vision prévoyante de la copropriété, il faut des fonds de réserve.
Il faut. Un immeuble, ça use, ça se rénove. On va le voir aussi plus tard. C'est fondamental d'avoir une prise de conscience des copropriétaires, d'avoir des fonds. Je vous assure qu'une copropriété avec fonds et sans fonds, ça me vaut la personne qui me dit elle fume ou elle ne fume pas. C'est ça. Je vais dire carrément ça. Une copropriété qui n'a pas de fonds, c'est une copropriété qui va devoir en permanence, au jour le jour, se battre pour justement atteindre ce degré de confort qui constitue un des éléments prépondérants du copropriété. C'est une de ces demandes, élément de confiance. Quand vous avez un fonds de réserve, et donc ce qui suppose une prise de conscience que l'immeuble n'est pas en bon état ou qu'il ne sera plus dans X nombre d'années, ça, c'est naturellement top, quoi. Et il est évident que si vous donnez à un syndic non professionnel un immeuble avec des fonds de réserve ou une vision de réserve, là, naturellement, on rentre déjà sur quelque chose de tout à fait positif et de tout à fait réalisable. Enfin, moi, je dois quand même vous en parler. Il faut une bonne entente. Voilà. Il faut une bonne entente entre les copropriétaires. En tant que syndic professionnel, j'ai pu avoir naturellement des copropriétaires qui étaient particulièrement, je n'ose pas les dire, mais de nature à altérer en permanence le processus de fonctionnement de copropriété, par tous les moyens possibles, même à l'égard du syndic, même à mon égard, lançant des procédures, diffamation, des trucs, des broles et compagnie. Disons que quand on voit ce genre de réaction, il faut se dire que ce sont des gens qui n'ont pas compris le principe de la copropriété. Ce sont des gens qui en forment un combat permanent au jour le jour, pour toute une saison de choses qu'il ne m'appartient pas d'expliquer. Et est-ce que ça vaut la peine d'y réfléchir? Ce sont des gens qui ne comprennent pas le principe, un point final. Je rappellerai quand même qu'une copropriété est avant tout basée sur un axe, naturellement, c'est une organisation, c'est un modèle économique, c'est un modèle de vivre ensemble et c'est un modèle d'organisation juridique. Voilà. Et justement, ce modèle de vivre ensemble doit avoir naturellement toutes les chances naturellement d'aboutir. Et ça, je crois que c'est une clé. Et la bonne entente, c'est aussi de se dire, chouette quoi. Eh bien, ici, notre syndic non professionnel, waouh, il a fait un bon travail. Et alors, je vais vous donner une astuce pour essayer de lui dire que c'est super, quoi. Reconnaissez-le. Reconnaissez au syndic non professionnel, lui dire oui, merci, un tout grand merci pour vos bons soins et c'est super gentil de votre part. Toute personne qui assume une mission de syndic, même un syndic professionnel ou pas, qui reçoit ce genre de message, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est et ce sont des véritables vitamines, quoi. On booste. Et à ce moment-là, vous avez quelqu'un qui part, waouh, qui dit OK, moi, je suis soutenu, on va commencer dans cette merveilleuse aventure. Moi, je m'y sens bien parce que ce sont des bons défis et que quelque part, en plus, normalement, c'est plus économique et finalement, ça contribue à l'entente générale de fonctionnement d'une copropriété. Alors, voilà un peu ce que j'avais envie de vous dire. Et je crois que je suis presque resté dans le temps qui m'était parti. Merci beaucoup pour cet exposé. Alors, nous allons passer à la séance questions-réponses. Donc, je vais juste partager avec vous le fichier. On va commencer par la première question qui demande si pour des raisons X ou Y, le syndic bénévole ne veut plus exercer cette fonction. Comment doit-il démissionner et comment doit-il agir si les autres copropriétaires font la sourde oreille et ne désignent pas d'autres syndics? OK, donc juste une petite précision. On ne parle plus de syndic bénévole, on dit un syndic non professionnel. Voilà, comme ça, c'est beaucoup plus clair. Rétribué ou non, ça, vous avez bien pu voir que c'était naturellement accessoire. Ici, il lui appartient tout simplement de tirer le signal d'alarme. Vous savez ce que c'est le signal d'alarme dans le cadre d'une copropriété? C'est organiser une assemblée générale. Et à travers l'assemblée générale, il dit voilà, moi c'est terminé, point final, j'arrêterai le mandat à tel moment. Et là, je vous dis qu'il existe toute une procédure qui est mise en place, qui est reconnue à travers l'article 577, ancienne numérotation, qui dit, voilà, dans le cas où il n'y a pas de syndic, il y a tantôt un syndic judiciaire, tantôt la possibilité pour le président, un cinquième des copropriétaires, le conseil des copropriétés, d'initier l'intervention d'un syndic qui sera malheureusement professionnel ou un autre. Donc, il existe quelque chose.
Ce qu'il faut retenir de cette question-là, problème, crac, on tire la signal d'alarme et on organise une assemblée générale et on dit ça va plus. On lève la main, comme on dit. Très bien. Alors, deuxième question. Comment le syndic, donc non professionnel, doit-il agir si un des copropriétaires ne veut pas se soumettre aux décisions de l'AG? Le syndic, voilà. ouais. Donc le syndic a une obligation légale, effectivement, d'aller chercher des montants qui ne seraient pas couverts. Donc, je vais dire que c'est à lui à initier la procédure. Mais attendez, c'est à lui, non, c'est à lui comme syndic non professionnel. Donc, c'est-à-dire que c'est lui, quelque part, comme étant, je vais dire, la personne qui va pour compte de l'association des copropriétaires, il va initier les procédures de recouvrement à l'égard de la personne qui est en défaut. Il doit le faire. Malheureusement, il doit le faire parce que ne pas le faire risquerait effectivement d'exposer une partie de sa responsabilité. Mais le syndic non professionnel aura l'avantage, en fait, vu sa proximité, il pourra être peut-être plus avec des moyens, entre guillemets, pas dire humains, mais de compréhension que pourrait avoir le syndic professionnel. Très bien. Alors, jusqu'à combien peuvent s'élever les émolument d'un syndic non professionnel? C'est l'Assemblée générale qui détermine, bien entendu, les montants en point final. Donc, ça, c'est clair. Donc, c'est vraiment sous le couvert de l'autorité de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale est avant tout l'organe décisionnel et c'est lui qui va communiquer. Comme je disais, il n'y a aucun barème, il n'y a rien du tout. Voilà. OK. Et qu'est-ce que les droits réels pour un syndic? C'est être propriétaire. Excusez-moi, c'est un mot que j'ai utilisé. Droit réel, c'est être propriétaire au sein de la copropriété, mais on peut être propriétaire indivis. Allez, regardez, indivis, c'est quelqu'un qui est dans l'indivision, qui a une fraction de propriété. Vous êtes propriétaire, par exemple, avec votre frère d'un appartement que vous avez hérité de votre mère. Disons, vous êtes effectivement titulaire de droit réel au sein de la copropriété. Et même si vous êtes indivisaire, donc vous avez une petite fraction, eh bien, justement, vous pouvez accéder à la qualité de syndic non professionnel. Très bien. Alors, y a-t-il une différence entre la liste des titulaires d'un droit réel dans l'immeuble et la liste des copropriétaires pouvant voter en AG? Oui, c'est une disposition peut-être plus technique, celle-là. C'est-à-dire que pour les indivisions, donc les personnes qui sont plusieurs propriétaires d'un lot, ils doivent déclarer auprès du syndic qui va voter, qui a les pouvoirs de vote au sein de l'association des copropriétaires. C'est une formule, une procédure administrative qui doit être claire et notifiée de cette manière. Oui. Très bien. Et quelle est la durée habituelle d'un mandat de syndic? Peut-être, le tout, c'est qu'il ne dépasse pas 3 ans. Donc, c'est le même principe que pour un syndic non professionnel. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'après 3 ans, c'est fini. Hein. Non, allez, je vous rassure. Ça veut simplement dire que quoi? Ça veut dire qu'il est syndic pour 1 an, 2 ans, 3 ans, mais que la question du renouvellement de son mandat doit être naturellement débattue en assemblée générale sur un délai de 3 ans ou 1 an, 3 ans. Mais ça ne peut pas disposer un délai supérieur à 3 ans. Dans un cas comme ça, dans des statuts, j'avais pu voir d'ailleurs, j'avais pu trouver que le syndic était nommé pour 10 ans. Eh bien, la loi étant impérative, automatiquement, cette disposition n'a pu être mise en place, bien entendu. OK. Alors, est-ce que la fonction de syndic non professionnel peut être assurée par plusieurs personnes? Mais oui, comme je vous l'ai dit, rien n'empêche. Mais attention, c'est à nouveau l'Assemblée générale qui doit être mise au courant. Donc, il faut un accord de l'Assemblée générale pour qu'on ait une délégation. Mais il faudra toujours quelqu'un qui se dise, c'est moi le syndic non professionnel. Ici, c'est une très bonne question. Ce que je ne veux pas qu'on dise, eh bien, il y a 3 syndics devant nous. Non, 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 non. Il y aura toujours un syndic et il faudra que cette personne soit identifiée. Et que, autrement dit, ce qu'on va faire éventuellement, on va déléguer les fonctions du syndic vers quelqu'un d'autre, mais la personne devra être identifiée à ce niveau-là. Ça, c'est évident. OK. Alors, à propos du contrat, quid si une firme reprend le portefeuille d'immeuble d'un précédent syndic? Je ne comprends pas tout à fait la question. Je veux dire, à propos du contrat, quid si une firme reprend le portefeuille d'immeuble d'un
précédent syndic. Ce n'est pas l'objet de la discussion. On est ici. En portefeuille suppose que les syndics professionnels, et je crois qu'il est mieux, je ne répondrai pas à la question parce que c'est strictement plutôt les syndics professionnels. Là, on renverra vers une autre formation. Ok, très bien. Alors, au niveau judiciaire, y a-t-il une différence en termes de responsabilité en cas de problème pour un syndic non professionnel payé et impayé? La réponse est claire, non. Non. D'où la raison que le législateur apparaît à ça, puisqu'il a voulu il a intégré cette souscription d'une assurance obligatoire en réalité, et que cette assurance obligatoire, pour les syndics, rappelez-vous, pour les syndics non professionnels, hein, pour insister qu'il y ait une couverture d'assurance. Mais non. Alors, la question sous-jacente est de se dire, est-ce que, oui, il y a responsabilité. Alors, est-ce que le tribunal va en tenir compte dans son jugement? Mais moi, je vais vous dire oui et non. J'ai déjà tout vu un peu, mais c'est pas déterminant. C'est pas déterminant. Et donc, je confirme que c'est non. Malheureusement, non. Ok, très bien. Alors, quelle aide existe-t-il pour un syndic non professionnel lors de l'exécution de son mandat, en cas de questions juridiques ou techniques? Mais je crois que, moi, si on a envie de bien faire les choses, enfin, si on a envie de bien, etc., je crois qu'il y a pas mal de formations qui existent. Il y a des organismes qui organisent des formations, nous sommes peut-être en contact avec les congrès. On essaye naturellement, même en tant que professionnel, de favoriser d'ailleurs, comment dire, qu'on ait effectivement des personnes qui connaissent vraiment le processus de fonctionnement des copropriétés. Parce que vous devez savoir une chose, nous on demanderait, en tant que syndic professionnel, je ne vais pas vous dire que je suis non professionnel, hein, vous m'avez présenté en tant que tel, et c'est tout à fait correct. Il n'y a pas, dans notre métier, il n'y a pas de concurrence en tant que tel. Les chiffres sont, je vais presque vous dire, alarmants. Il y a de moins en moins de syndics professionnels. Okay? Pour des raisons X, Y, Z que je ne vais pas détailler ici, ce n'est pas l'objet. Mais ce que je vais vous dire aussi, c'est que on ne demanderait pas mieux, le secteur professionnel ne demanderait pas mieux d'avoir des cours organisés pour des conseils des copropriétés, des cours organisés pour les syndics non professionnels et même des cours organisés pour les copropriétés. Quand je dis cours, ça peut être ça peut être des moyens numériques, ça peut être des vidéos, ça peut être, etc. Mais je vous assure que le secteur est tout à fait prêt d'initier ce genre de choses parce que la vision du syndic professionnel ne demanderait qu'une chose, c'est d'avoir des gens devant lui qui connaissent effectivement la portée légale de l'organisation d'une association de copropriétaires. Bien. Alors, que faire lorsque dans un immeuble avec 4 copropriétaires, un des copropriétaires préfère les échanges de mails et ne souhaite pas assister aux réunions de copropriété et qu'un autre vient de vendre? Donc, que faire en cas de vote pour le représentant? Oui. Bien, normalement, il faut rentrer dans les cordes. On rentre toujours dans les cordes de fonctionnement d'une assemblée générale. L'assemblée générale est organisée à travers des processus formels bien précis. Hein. Disons que c'est l'assemblée générale qui va être déterminant et qui va être naturellement la trame de fonctionnement. L'assemblée générale est là. C'est l'assemblée générale qui, en fonction des quorums de présence et des quorums décisionnels, va décider de l'orientation de la copropriété. Si une première assemblée générale n'est pas en nombre, eh bien la copropriété a organisé, la loi a organisé qu'il soit tenu une assemblée générale de deuxième séance. C'est prévu. Donc, quelque part, il y a une solution à ce genre de choses-là. Le tout est de garder la main et de garder naturellement le processus qui est établi légalement par rapport à l'aspect décisionnel des associations de copropriétaires. Alors, il y avait une petite réunion, il y avait peut-être une question avant là. Il y avait. Ah oui, ici. Donc, comment faire pour avoir une réunion en visio lorsque 2/4 des copropriétaires ne veulent pas et représentent plus de 50%? Oui, alors c'est clair. Le législateur, c'est une conséquence de notre crise sanitaire, a modifié le Code civil en disant que, eh bien, une assemblée générale virtuelle peut très bien se tenir. Oui, c'est nouveau.
On verra comment le secteur, comment on va organiser tout ça, parce qu'il faut que ce soit des systèmes accessibles. Pour des petites copropriétés par Zoom, c'est tout à fait possible, hein. Moi, je vous tiens une assemblée générale par Zoom, celui qui s'y connaît bien, vous allez voir que c'est tout à fait possible. Naturellement, il faudra aussi compter sur la collaboration de tous les copropriétaires pour participer à ce mouvement. De l'autre côté, naturellement, ça c'est clair. Et disons que pour l'instant, comme ça je réponds au petit point 1 la question, c'est au syndic qui détermine aujourd'hui, encore aujourd'hui, si cette assemblée générale est faite naturellement de manière présentielle, par visio, ou comme c'était avant, par consultation écrite, ce qui n'est plus possible dans les conditions qu'on a connues durant la crise sanitaire. Donc, je vais dire que c'est le syndic qui, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, est à la barre de savoir comment est-ce qu'on organise une assemblée générale qu'on appellera hybride. Très bien. Et lors d'une vente, y a-t-il des choses à prévoir? Oui, c'est ce qu'on appelle l'article 577.11 qui a prévu une règle de publicité qui doit être donnée par le syndic à l'égard des futurs acquéreurs. Excellente question, si je trouve. Tout ça peut être organisé, hein. Tout ça peut être organisé. Il ne faut pas grand-chose pour communiquer le PV, les décomptes, etc. Tout ça peut aller très vite. On est maintenant à l'ère du numérique et disons qu'on peut très bien faire une note à l'égard du syndic non professionnel. En cas de vente, qu'est-ce qu'il doit faire? Une espèce de mémo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terminé. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est si inventif, quoi. Ça doit être simplement cadrant, et une fois que c'est bien cadré, ça ne pose pas de souci. Ok, très bien. Alors, comment payer un syndic non professionnel? Avec l'argent de la copropriété? Bien entendu, on espère bien. Ce n'est pas les copropriétaires individuellement. Il sera considéré comme un fournisseur. Donc, tous les mois, il va prélever le montant de ses honoraires, puisque c'est lui le signataire, sur le compte en banque de la copropriété. C'est également de ses privilèges. Et disons que, à partir de là, il va se prélever le montant de ses honoraires. Et comment va-t-on répartir cette charge? Cette charge sera répartie selon les dispositions, selon les modalités de répartition qui sont reprévues dans le règlement général de copropriété. Ça aussi, ce sera encore un thème à peut-être évoquer, c'est toutes ces problématiques de statut dans les copropriétés. Très bien. Alors, peut-être une avant-dernière question. Si le syndic non professionnel reçoit une rémunération, doit-il déclarer ce montant dans sa déclaration? Pour moi, oui, hein, ce n'est pas de l'argent en noir, hein, mais disons que là, je renverrai vers le statut fiscal de la personne qui perçoit, de telle manière à voir ce qu'il doit en faire, quoi. Donc, peut-être qu'il y aura une exonération parce qu'il atteindra un certain montant et qu'il pourra faire ça. Donc, je dis que quelque part, c'est quelque chose qui est tout à fait du domaine du possible. Ok, on va peut-être juste prendre une dernière question. Alors, quelles sont les obligations des syndics non professionnels en termes d'enregistrement? Alors, d'une part, bien entendu, l'association elle-même doit être intégrée doit être inscrite à la BCE, Banque Carrefour des entreprises, et on a naturellement identifié que le syndic doit pouvoir s'identifier. Eh bien, maintenant, vous voyez, quand on pose des questions, je me pose une colle que je n'ai pas regardée. Je me demande si le syndic non professionnel doit s'identifier ou pas. Peut-être que là, ce sera peut-être quelque chose que je devrais regarder et vous communiquer d'une manière, une information complémentaire, parce que j'ai un petit doute là. Parce que l'obligation, on me dit, oui, il doit s'identifier auprès de la banque info, oui, le syndic. Donc, je regarderai quand même un peu les choses, mais si c'est oui, c'est assez simple. Il y a des firmes qui font ce genre de choses-là, qui vont lui permettre naturellement de ne pas devoir lui-même aller courir. Donc, il va vers des secrétariats qui vont réagir à la chose. Je ne vais pas les citer ici, mais il y en a quelques-uns qui sont des guichets d'entreprise et ça va aller très vite. Et les montants qu'il va avoir, les montants qu'il va devoir exposer seront bien entendu pris à charge de l'association des copropriétaires, bien entendu. Très bien. Je pense que nous arrivons à la fin de cette présentation. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Lannoy, pour ce très bel exposé. C'est très, très clair.
Merci à vous tous d'y avoir assisté.